Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Président de Debout la France, tête de liste en Ile-de-France pour les régionales et député-maire de hier. Pour vous interroger ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour, Mickaël. Bonjour à tous. Nicolas Dupont-Aignan, le terrorisme toujours présent, la traque continue en Belgique, qui connaît aussi la peur. François Hollande reçoit le Premier ministre anglais David Cameron, puis va partir pour Washington et Moscou. En chef de la coalition, il vous surprend, le président de la République ? Pas plus que ça, il serait temps. Je crois que le temps du deuil est passé. Il est clair que maintenant, il doit y avoir le temps du bilan, des responsabilités et des projets. Et l'unité nationale, oui, mais pas pour mettre la poussière sous le tapis. Donc maintenant, moi, j'attends des actes et le plus rapidement possible. Véronique Jacquier. Plus largement, François Hollande, plus 7 points de popularité. Le président chef de guerre fait-il oublier le président qui n'arrive pas à lutter contre le chômage ? Écoutez, c'est normal qu'au moment où il y a une telle attaque de guerre contre le peuple français, le président de la République, et c'est bien normal, a joué son rôle. D'ailleurs, il ne faut pas non plus l'accabler, loin de là. Le seul regret que j'ai, c'est que les mesures sont toujours trop tardives et trop faibles. Et heureusement, il y a une inflexion réelle, politique internationale. On n'avait pas voulu vendre les Mistral, vous souvenez-vous, il y a quelques mois. Et puis maintenant, on va chercher Poutine, heureusement. D'ailleurs, il faut alléger les sanctions contre la Russie. Bien évidemment. Mais tout ça, si vous voulez, ce qui est terrible dans ces attentats, au-delà du désespoir des familles, moi j'ai une famille dans ma ville qui a perdu un des siens, au-delà de ce désespoir, c'est que ça permet de voir les fautes structurelles de notre politique étrangère et qui ne datent pas de ce gouvernement, il faut être honnête. Donc maintenant, plus vite il y aura un changement de comportement, plus vite on remettra un nouveau logiciel dans la tête de nos dirigeants, ça ira bien. Mais malheureusement, le débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence a montré qu'on était très loin dans l'application pratique des belles intentions du président. Très loin. Et c'est là où je crois qu'il faut rentrer dans le précis. Parce que les déclarations, les annonces, on a déjà eu ça après le 9 janvier. On rentre dans la campagne officielle à partir d'aujourd'hui pour les élections régionales. Est-ce que vous pensez que ces attentats auront un effet sur les élections quand on voit qu'un sondage qui est paru hier nous donne qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le FN monte à plus de 3 points, 40% dès le premier tour? Mais c'est évident qu'il y aura une influence. Et d'ailleurs, c'est normal. Les élections servent à quoi? À sanctionner ceux qui ont échoué. Les élections sont là pour que les Français donnent leur avis. Alors, ce sont des élections régionales. On ne parle plus des régions, c'est normal, quand on voit la hiérarchie des problèmes qui a changé. Mais moi, je demande qu'on regarde les responsabilités de chacun, qu'on regarde les projets de chacun. Mais ceux qui en profitent là, c'est le Front National. Mais pas seulement, vous verrez, on verra. Et c'est justement l'enjeu de Debout la France. Oui, nous sommes présents partout pour une voie de fermeté raisonnable. À qui, au Front National et à vous? C'est pas le terme. Il y a une échéance le 6 décembre et je pense que les Français sont lucides sur les responsabilités des uns et des autres. Quand je vois, j'ai retrouvé des chiffres quand même impressionnants, je les ai amenés. Quand on voit que sous le président Sarkozy, on a supprimé 54 408 postes dans les forces de l'ordre et les forces armées, quand je vois que sous le président Hollande, on a supprimé 22 844, je m'y suis suffisamment opposé à l'époque, sur ce rétrécissement, cet essorage des forces de l'ordre. D'ailleurs, même Alain Juppé l'a reconnu. Donc, quand on voit les relations avec le Qatar qu'il y a eu sous l'ancienne majorité, quand on voit qu'ils ont tous signé les accords de Schengen, et qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un des problèmes majeurs, le contrôle des frontières, je dis que heureusement que les Français sont lucides et vont pouvoir, je l'espère, prendre parti le 6 décembre. Avant de parler du contrôle des frontières, deux choses. Vos consignes de vote pour le second tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, mais si le FN était en tête, on a envie de connaître la position de votre parti. La position de mon parti, elle sera au second tour, au lendemain du premier. Parce que j'en ai assez qu'on fasse le second tour avant le premier. Il y a beaucoup de candidats. Vous aussi, c'est comme le Parti Socialiste, quoi. Comment? Comme le Parti Socialiste. Non, pas comme le Parti Socialiste, comme... Il y a une démocratie, il y a un premier tour avant le second. D'ailleurs, je remarque que j'aimerais que France Télévisions n'annule pas tous les débats. Parce qu'il y a deux solutions. Soit on considérait que compte tenu de la gravité des événements, il fallait reporter les élections, ça pouvait être un choix.
le président et le gouvernement ont décidé de maintenir les élections. Quelle que soit l'horreur qui s'est produite, il y a des élections. S'il y a des élections et qu'il n'y a pas de débat, c'est plus une démocratie. Moi, je remarque que tous les France 3 ont annulé tous les débats. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse une élection sans débat, mais là, c'est dangereux. Parce que justement, il peut y avoir des effets de souffle. Et j'aimerais qu'il y ait des débats. Jean-Yves Le Drian a dit que les Français devaient aller voter pour montrer que la démocratie était debout. La mobilisation est une façon de combattre Daesh, a dit le ministre de la Défense. Vous êtes d'accord avec lui? Mais très bien, au contraire. Mais moi, j'étais pour le maintien des élections, mais à condition qu'on organise le débat, qu'on manipule pas l'opinion. Parce que les Français ne sont pas dupes des manipulations qui existent. L'unité nationale pour effacer les responsabilités. L'unité nationale pour qu'il n'y ait pas de débat sur les frontières, sur l'incarcération. On voit bien les choses. Mais je le dis très clairement. Il y a une tentation d'utiliser sordidement les événements pour qu'il n'y ait plus de débat en France sur les questions clés. Eh bien, le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux victimes, c'est de débattre en profondeur, sans excès, mais chacun doit pouvoir dire ce qu'il veut. Et là, on verra les solutions excessives de certains, on verra la démagogie d'autres, on verra l'impuissance publique du pouvoir. Mais s'il n'y a pas de débat, là, il risque d'y avoir des effets de souffle dans tous les sens. Donc, Le Drian a raison, à la condition qu'on nous permette de débattre à la télévision, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Juste un mot sur Jean-Yves Le Drian. Et situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, il reste, c'est une bonne chose ou doit-il arrêter sa campagne? Écoutez, la situation est surréaliste. Le ministre de la Défense est respecté. En temps de guerre, il ferait mieux de rester ministre de la Défense à plein temps. Donc arrêter D'ailleurs, sa campagne. Je trouve curieux que le gouvernement ait fait voter l'interdiction du cumul des mandats et autorise en temps de guerre le ministre de la Défense à être président de conseil régional. On croit rêver. Donc que le ministre de la Défense devrait surtout rester ministre de la Défense. Et donc arrêter sa campagne, mais pas arrêter sa campagne, ne pas être candidat et laisser d'autres être candidats. Comment peut-on être président de région Bretagne et ministre de la Défense? C'est un bon ministre de la Défense, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir. Tout le monde reconnaît que c'est un bon ministre. C'est un peu surprenant, mais bon, ça c'est de l'épiphénomène. Vous parliez des frontières tout à l'heure. Vous étiez vendredi dans le Bas-Rhin pour visiter un poste frontière. C'est quoi votre constat? Le délabrement, la honte. On a laissé complètement à l'abandon nos frontières. Les deux camps politiques qui nous gouvernent depuis 20 ans ont commis cette erreur terrible, terrible. Il faut rétablir nos frontières nationales parce que ça, on sait faire. On nous parle de frontières européennes, mais c'est extraordinaire. Est-ce que M. Valls a autorité sur le Premier ministre grec? Ça ne marche pas depuis 20 ans. Le parcours. Mais pour vous, ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin de l'espace Schengen. Il est mort de mort. Simplement, ils ne veulent pas le reconnaître. Et mon désaccord fondamental avec le président de la République, comme d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Ils sont en train de faire rêver toujours à des frontières européennes qui ne marchent pas. J'ajoute que même si les frontières européennes marchaient, même si elles fonctionnaient, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de contrôle. S'il n'y a pas de frontières nationales, les terroristes peuvent circuler beaucoup plus facilement. Il faut donc rétablir nos frontières nationales. Et on sait le faire, on l'a fait pendant des siècles. Tous les pays du monde, à l'exception de l'Union européenne, le font. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? J'étais à la frontière franco-suisse. Mais vous n'imaginez pas. On n'a même pas mis en place un système qui pourrait être fait, que je propose, qui est un système de flash et de radar. Il y a des radars sur toutes nos routes. Il n'y en a même pas à une frontière. On pourrait au moins enregistrer tous les passages avec une photographie enregistrée sur le numérique de tous les gens qui passent. C'est le modèle américain, ça c'est le modèle américain. Ben oui, mais il ne serait pas temps de le faire. On attend combien d'attentats pour le faire? Mais c'est un vrai débat parce que je veux qu'on aille au bout des choses. Qui, dans la vie politique française, est pour rétablir les frontières nationales? Pour l'instant, il n'y a que nous debout la France et le Front National. Alors, parmi les mesures sécuritaires annoncées par François Hollande au Congrès de Versailles, lesquelles vous satisfont? La déchéance de nationalité, si elle est mise en œuvre. L'état d'urgence que j'avais demandé au mois de janvier, mais pas l'état d'urgence tel qu'on l'a voté au Parlement. Un état d'urgence renforcé, c'est-à-dire par exemple que les polices municipales puissent contrôler les identités. Vous allez armer votre police municipale oui, bien hier? sûr. Oui, oui. Par exemple, oui, l'assignation à résidence, c'était prévu, donc de toute façon on allait le faire cette année. L'assignation à résidence 12 heures sur 24, qu'on m'explique l'efficacité. Le bracelet électronique n'est pas mis en permanence. Mais, donc vous êtes pour le port du bracelet électronique en permanence, d'accord. Mais on a eu un débat surréaliste pendant la séance de l'Assemblée. On avait l'impression que les vieux démons reprenaient et la majorité a refusé des avancées fondamentales. J'ajoute par ailleurs que la vraie question, qui n'est pas tranchée, c'est l'incarcération que je demande pour
les personnes classées S qui sont de grand danger, pas tous bien sûr. Pour moi, j'aurais mis en détention dès la première nuit les djihadistes de retour de Syrie dangereux qui sont classés fiche S. Ces gens sont toujours en liberté dans notre pays. Donc on crée C'est la des centres question de rétention fondamentale, bien pour évidemment. les fichiers S. Mais D'accord. qu'est-ce qu'on attend? Alors on nous dit c'est pas constitutionnel. Il fallait prendre l'article 16 à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on attend? Alors on va essayer de surveiller les 65 millions de Français alors qu'on n'est pas capable aujourd'hui de surveiller les 1800 djihadistes qui sont sur notre sol. À titre de précaution, il fallait au moins en incarcérer certains. Et puis après, on aurait pu desserrer la surveillance en fonction de l'analyse qu'on en faisait. Je ne comprends pas. Pareil, j'ai une autre mesure très simple, c'est de recruter des adjoints administratifs pour les forces de l'ordre, le temps de recruter les policiers. Un policier, ça se forme en 2 ans. Les adjoints administratifs, pour les décharger des tâches administratives, on pourrait le faire vite. Je regardais le tract Michael tout à l'heure Salas. que vous nous avez amené, c'est le tract que vous avez fait un peu en urgence pour répondre aux besoins de la campagne sur la sécurité. Vous mettez les ex-UMP et le PS sur le même front. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui a été fait sur la sécurité, droite et gauche, c'est pareil? Ce n'est pas pareil. Heureusement, il y a une différence et la droite a mieux fait. Pour autant, signature des accords de Schengen que j'ai dénoncé depuis le début de ma carrière politique, avec Philippe de Villiers au début. Alors à ce propos, Réduction d'effectifs et négociations diplomatiques ambiguës avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, reconnaissez. Les relations sont les mêmes aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et la France. Oui, c'est pourquoi je demande un changement. Qu'est-ce que vous demandez exactement comme changement? Je demande qu'on soit clair dans nos alliances. J'aurais préféré qu'on vende le Mistral à la Russie plutôt qu'à l'Égypte via le financement de l'Arabie Saoudite. Tant qu'il n'y aura pas la clarté sur qui finance Daesh, comment Daesh achète ses armes. Moi, j'aimerais que le gouvernement nous explique, il a bien des rapports. Quel argent alimente Daesh? D'où ça vient? Mais j'aimerais savoir, je ne le sais pas. Nicolas Dupont-Aignan, la guerre se mène sur 2 fronts, sur le terrain militaire en Syrie et face à une armée de l'ombre, c'est ce qu'a dit hier le ministre de la Défense, sur notre sol, mais on le voit aussi encore ce matin en Belgique. Alors pour vous, comment on mène cette guerre contre l'armée de l'ombre sur notre sol? C'est très difficile, il n'y a pas de solution miracle, et là il faut être très honnête avec le gouvernement et pas lui reprocher des choses difficiles. En revanche, il faut nommer le mal, ce qu'a refusé de faire le président de la République à Versailles. Il y a un islamisme radical, dangereux. Il faut donc expulser des imams qui prêchent des discours de haine. Il faut vous demandez la supprimer... surveillance de mosquées? Vous demandez Bien une sûr. surveillance supplémentaire? Et je demande même, je pense qu'on pourrait enregistrer, on a quand même des moyens, les prêches, de manière... si on ne peut pas surveiller toutes les mosquées, de manière à en savoir sachant ce que la qui se plupart des passe. prêches ne sont pas en français. J'ai demandé D'accord. depuis des années que les prêches soient en français, d'ailleurs pour Et toutes les qu'elles soient religions, enregistrées. et qu'on soit enregistré. Pourquoi ne peut-on pas Vous savez, c'est comme le contrôle aux frontières. On nous explique que c'est pas possible, tous les pays du monde le font. Vous entrez aux États-Unis, vous êtes surveillés. Nous, c'est pas possible. On nous explique qu'on peut pas surveiller une centaine de mosquées salafistes, enregistrer les prêches. On nous explique qu'on peut pas mettre des radars aux frontières. Il va falloir changer de comportement. Mais vous savez, est-ce que ceux qui ont pris toutes ces mesures sont capables d'en changer? C'est ça la vraie question que doivent se poser les Français. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment prévoir une véritable alternance un jour. Il y a l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, Oui. que vous connaissez certainement, qui dit là, on en a pour 10 ans. Il est retiré des affaires antiterroristes aujourd'hui. Est-ce que ce genre de personnalité devrait revenir sur le premier plan pour lutter contre... Il y a quand même un problème. Comment quelqu'un d'aussi compétent a-t-il pu être mis? Je sais que c'est la règle et que c'est pas le gouvernement qui l'a décidé, c'est la loi. Donc il faut être très honnête là-dessus. Mais je regrette, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rapatrier les juges qui ont travaillé là-dessus pour faire un pôle antiterroriste renforcé? En un mot, j'ai bien vu le débat. Je veux revenir dessus parce que ceux qui peuvent, je pense, le prendre en replay. Le débat à l'Assemblée nationale était effrayant parce qu'on a eu le sentiment que finalement on revenait dans une espèce de train-train habituel avec les éternels blocages français. Pourquoi d'autres pays arrivent à prendre des mesures que nous n'arrivons pas à prendre? C'est la question centrale. Vous disiez, Nicolas Dupont-Aignan, que ce qui était important en ce moment, c'était de débattre. Pourriez-vous dire, comme Marion Maréchal Le Pen, qu'il est normal d'exiger des Français et des étrangers musulmans qu'ils se plient à un mode de vie et à des valeurs héritées de plusieurs siècles de christianisme? Des valeurs de la République. La religion est libre dans notre pays et je ne la rejoins pas sur ce point. Il n'y a pas une religion d'État en France.
Donc il y a une culture générale, il y a une république et il y a un mélange. La république est le fruit aussi des valeurs judéo-chrétiennes de notre pays. Pour autant, je pense qu'il faut être clair dans les prononcés. Il y a des valeurs républicaines, elles doivent être respectées et on n'a pas assez fait respecter ces valeurs républicaines depuis des années, tout le monde le sait. Le communautarisme a été rampant dans l'éducation nationale, partout, dans les entreprises publiques, on le voit bien, donc il faut être beaucoup plus ferme. Mais ça fait des années qu'on le dit. Il y a un très bon livre de Madame Malika Sorel qui vient de sortir, La décomposition française, qui traduit exactement ce qu'on a malheureusement accepté depuis 30 ans. Une petite dernière question comme ça. 77% des Français sont pour un gouvernement d'union nationale. Et vous? Mais ça veut rien dire. Oui. Bien évidemment que les Français sont pour que les gens s'unissent. Mais si c'est pour s'unir pour rien faire, ce qu'on voit aujourd'hui, ça sert à rien. Oui, s'unir, un gouvernement d'union nationale pour prendre des mesures énergiques, j'en propose 20, très précises, concrètes. Oui, là, oui. Sinon, c'est du vent, comme d'habitude, on nous a fait le coup au mois de janvier. Nicolas Dupont-Aignan, ça vous fait plaisir qu'on achète beaucoup de drapeaux français en ce moment? Oui, j'ai vu des drapeaux français aux fenêtres. Vous savez, il n'y a pas de problème du côté du peuple français. Et il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane. Il y a un problème dans les dirigeants, chez les dirigeants français. C'est tout. C'était Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir été notre Merci. invité ce matin. Vous êtes président de Debout la France, tête de liste en Ile-de-France pour les régionales et députés maires. Et nous avons des listes partout en France. Et vous avez des listes partout en J'insiste. France. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Nicolas Dupont-Aignan dans une seconde. Merci. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Guillaume Doyen, responsable des éditions locales du Parisien. Bonjour Guillaume, et j'accueille Nathalie Moret du groupe EBRA pour le journal Alsace. Bonjour Nathalie. Je vous propose qu'on démarre ce débrief des propos de Nicolas Dupont-Aignan par, au fond, le droit d'asile. Pour qu'il ait un sens, il faut qu'il y ait des frontières. Il l'a dit, Schengen est mort. Schengen est mort, c'est alors le point de vue des opposants de toujours à Schengen. Et actuellement, ils sont rejoints par un certain nombre de partisans de Schengen qui admettent que oui, il faut rétablir les frontières. Alors voilà, provisoirement, mais on ne sait pas si ce provisoire durera ou pas. Donc oui, c'est un caillou dans le jardin des partisans de l'ouverture à tout crin de nos frontières européennes. L'Arabie Saoudite, le Qatar n'accueillent pas ces migrants. Nous, on bat notre coulpe, il dit tout le temps Nicolas Dupont-Aignan. En fait, il faut savoir que Nicolas Dupont-Aignan, il est en ce moment, là, depuis les attentats du vendredi 13 à Paris et à Saint-Denis, il est sur son socle politique. Et pour lui, j'avoue que ce qui se passe depuis 10 jours, c'est un petit peu son caviar. C'est-à-dire quand il parle de la fermeture des frontières, il ne faut pas oublier qu'il quitte l'UMP justement sur cette position-là, sur la souveraineté de la France et sur Schengen. Donc effectivement, aujourd'hui, bah oui, il dit ce qu'il dit depuis très très longtemps. Alors après, moi je pense que ce qu'il dit n'est pas forcément faisable, ça c'est un autre débat. Mais oui, il est en train de dérouler là, à 15 jours des élections régionales, qu'il ne perd pas de vue, justement, ce qui fait son socle politique et sa force. Guillaume Doyen. Oui, alors oui, Nathalie a absolument raison. Il est pleinement dans son registre. L'actualité, malheureusement, le relance sur ce terrain. Il parle de faute structurelle de notre politique étrangère. Il faut revoir nos alliances, dit-il. Oui, alors oui, effectivement, mieux vaut vendre les Mistral à Poutine qu'à l'Égypte. Là-dessus aussi, il aime probablement, de ce point de vue-là, Poutine, pour ce que l'on pourrait qualifier de souverainisme, de retour à la grandeur de l'État russe, et en revanche apprécie nettement moins les alliances qu'il considère comme troubles au Proche-Orient. Arabie Saoudite et Qatar, bien sûr. Il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, loin de là. Alors, il a parlé de manipulation, de tentative d'utiliser les événements sur le plan politique, Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'ai un peu envie de dire que c'est un faux débat, parce qu'effectivement, la vie politique française, depuis toujours, elle est fondée sur l'actualité, et effectivement, quand on a un séisme aussi fort dans la société, forcément, les politiques débattent là-dessus, rebondissent là-dessus, avec effectivement l'idée d'en retirer, j'allais dire, des avantages électoraux, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas finalement le fondement de la politique, ça, de rebondir sur les événements qui arrivent pour justement s'en servir politiquement? Mais est-ce que c'est pervers?
finalement, j'en suis pas si sûre. Moi, j'ai l'impression que justement, il y a une assez grande dignité dans le débat politique français, et je suis pas du tout d'accord avec lui sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le débat sur la prolongation de l'état d'urgence. Moi, je trouve qu'au contraire, ça n'a pas du tout été surréaliste et ça a été plutôt assez digne. Guillaume Doyen. Écoutez, il y a eu 130 morts. Il serait surprenant que le débat politique ne tourne pas autour des conséquences et des mesures à prendre. Non, on ne peut pas qualifier d'exploitation ce qui se dit autour de cela. Il enfonce un peu le clou quand il dit, il y a quelques instants, les élections servent à sanctionner ceux qui ont échoué. Oui, mais c'est une... Il le disait avant. Il le disait avant, les élections servent à sanctionner. Oui, il a absolument raison. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les élections qui arrivent sont des élections régionales. Et le pouvoir des régions n'est pas celui de la sécurité ou de dresser des frontières, des contrôles aux frontières. Donc effectivement, là, il se plaint d'un côté qu'il n'y ait plus vraiment de débat jusqu'aux élections, mais d'un autre côté, il espère à mi-mot que ces élections vont sanctionner la majorité sur des thèmes que pourtant elle ne contrôle pas en espèces. Lui aussi espère se servir quelque part de ces élections, puisque étant sur les thèmes de la fermeture aux frontières, de la sécurité depuis le début de la création de son parti, Debout la République et puis Debout la France, forcément, oui, il espère, je sais qu'il espère dépasser 5% dans beaucoup de régions, voire 10%, donc oui, effectivement. Créer la surprise, il y a un premier tour avant le deuxième tour, comme il l'a bien précisé, il a enfoncé le clou. Oui. Pas de stratégie d'alliance à ce stade. Ah non, à ce stade, il considère ça comme suicidaire. Non, pas de stratégie d'alliance. Il espère bien, comme l'a dit Nathalie, atteindre les 10. Il est entre 5 et 10 pour l'instant, grosso modo, si on se fie au sondage. Avec un discours quand même très sécuritaire, surveiller évidemment les 1800 djihadistes, il fallait tous les incarcérer et desserrer ensuite les choses, a-t-il dit il y a quelques minutes. Nicolas Dupont-Aignan. Oui, écoutez, là-dessus, moi je me suis, comme beaucoup, j'ai écouté l'interview du juge Trévidic hier, qui était tout à fait excellente. Il a expliqué ce que c'est qu'une fiche S. C'est une fiche de surveillance qui s'applique à des gens qui sont parfois potentiellement dangereux, parfois peut-être dangereux, parfois qu'on ne connaît pas. Là, il parle de 1800 djihadistes. Alors oui, on peut dire autant qu'on veut, mais certains n'ont encore rien fait. Donc mieux vaut se limiter à l'application du droit pénal, ce qui est pas mal déjà. Ça, il oublie juste qu'on est dans un état de droit. Et être fiché S, ça ne veut pas dire être condamné, ni même être condamnable. Parce que c'est fiché S, c'est mettre une étiquette sur des gens en disant attention, ils sont dangereux, mais voilà, pour l'instant, on n'a rien pour les incarcérer. Et puis même, quand bien même, est-ce que c'est possible? Je ne suis même pas sûre que ce soit possible. Rapatrier des juges pour faire un pôle antiterroriste renforcé, comme Marc Trévidic, c'est une bonne idée? Alors, si j'en crois ce qu'a dit ce magistrat respecté et respectable, oui. D'autant qu'il ajoute qu'il n'avait même pas les moyens de procéder aux interpellations, aux perquisitions dont il avait besoin à l'époque, dont lui et ses collègues avaient besoin, ce qui paraît hallucinant. Oui, c'est vrai. Je crois que là, c'est un vrai problème qui est soulevé par les événements qu'on vit depuis 10 jours. La justice a les moyens de travailler, je ne veux pas dire le contraire, mais effectivement, sur le pôle antiterrorisme, il y a un fonctionnement qui, je pense, il faut revoir. Dans vos titres respectifs, les élections régionales sont mises de côté totalement. Il nous a dit tout à l'heure, avant l'émission, Nicolas Dupont-Aignan, qu'il avait repris campagne. Oui, d'ailleurs, on le cite aujourd'hui dans l'édition qui le concerne, dans l'édition de l'Essonne. C'est pas mis de côté, on suit l'actualité, si vous voulez, et je dirais dans l'esprit des gens, je pensais. Dans l'esprit des gens, c'est un peu mis de côté. Dans l'esprit des élus, il est encore délicat de venir avec des tracts sur les RER, le Transilien et la formation professionnelle, alors qu'on vient d'avoir un carnage. Oui, clairement, chez nous aussi, l'Alsace, l'Alsace et les autres titres du groupe EBRA, c'est un petit peu mis entre parenthèses parce qu'effectivement, quand vous avez une telle information qui bouleverse complètement les Français, nos lecteurs, ils ont envie de décryptage, ils ont envie de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas sur les élections régionales. Même les politiques, j'ai vu certains politiques la semaine dernière qui me disaient, voilà, maintenant il faut accepter que l'élection régionale, il n'y aura qu'une semaine
de campagne électorale, me disait-il la semaine dernière. Et bon, effectivement, je crois que c'est ce qui va se passer, puisque regardez ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, les gens endeuillés vont enterrer leurs morts. Il va y avoir un hommage national vendredi. Je pense qu'effectivement, le temps de la campagne arrivera sans doute pas avant le week-end prochain. Merci Nathalie Moret, merci Guillaume Doyen. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio. Merci et à demain.